Étiez-vous là samedi? Étiez-vous là les deux en personne? Non, moi, j'étais pas là. C'était le tour à Gascon. Parce qu'apparemment, là, il s'est passé de quoi? C'est du quoi? Ouais. J'avais des raisons familiales ont fait en sorte que j'ai dû renoncer au match Canada-États-Unis au Centre Bell. Ouais. Hein? Puis c'était Gascon qui était allé. Puis là, gros match contre les Panthers. Beaucoup d'ambiance. Je suis pas là. Puis là, le match de mardi soir contre les Sénateurs, Gascon a demandé de s'en occuper, mais anyway, j'y vais pareil. Parce que là, c'est pas vrai. Ce soir, chaque fois... Ah, ouais. Mais il va rien se passer. C'est ça, si tu y vas, c'est ce qui se décide. Ben là, visiblement, non, c'est quand t'es pas là. Je pense pas. Je pense que peut-être qu'il va rien se passer sur la glace, sait-on jamais, mais je serais prêt à mettre ma main au feu, qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. Les gens ont hâte à ce match-là. Alors là, c'est pas vrai qu'à chaque fois que le Centre Bell s'embrasse, que moi, je vais être chez nous et je vais rater le rendez-vous, là. Non! Ben, enfin, t'es 2 en 2, là, jusqu'à maintenant. C'est ça. Okay. Fait que là, on termine la séquence. Est-ce que c'était si hot que ça, Martin? Moi, j'étais devant le match, pas de son. Donc, je regardais ça. Là. Avec pas de son. Avec pas de son. Mais j'ai pas senti. Là, je l'ai lu. J'ai lu que apparemment là, que c'était communion. Il y avait de la communion. Ouais. Écoute, moi, je me rappelais pas avoir vu une vague durer si longtemps que ça au Centre Bell. Écoute, c'était le fun. Puis ça a été l'histoire. Je trouve que ça arrive souvent à Montréal que la foule devient l'histoire. Les joueurs se font souvent demander ça après les matchs. Comment tu as trouvé la réaction de la foule? Comment tu te sentais? Tout ça. Mais c'est ça. Je jasais avec Gascon sur la passerelle. Puis je dis, écoute... Parle plus fort, j'entends rien. Cette foule-là faisait la vague au dernier match de la saison quand le Canadien a fini au dernier rang. Alors, c'est tout à fait conséquent que dans une possible fin de reconstruction. C'est ça. Pourquoi pas? Ouais, mais en même temps, ça montre un petit peu l'enthousiasme des amateurs, surtout au moment où l'équipe sort de son marasme puis rentre dans une course aux séries, que le soutien que l'équipe le soutien dont elle a bénéficié de la part des amateurs durant sa reconstruction est probablement de loin supérieur à ce que craignait Jeff Molson du temps de Marc Bergevin quand il se disait « non, on ne peut pas se permettre de reconstruire puis de traverser ces années-là. » La patience des amateurs puis le fait de passer à travers ce processus-là, finalement, a été beaucoup plus au rendez-vous que ce que le Canadien suspectait au départ, je pense. Sauf que là, ça va bien. On ne sait pas, on a souvent répété ici que c'est pas un processus linéaire. Absolument, s'il peut y avoir un recul l'année prochaine. On n'est pas à l'abri d'un recul. Je pense que là, on s'approchait peut-être là, du moment où plus d'impatience se serait fait ressentir. Oui. Là, évidemment, tout ça est sur pause pour la suite. Non, ça m'a fait penser, ce que tu disais, Martin, je me rappelle pas où j'ai lu ça. Je pense que c'est Kent Hughes qui cite Jeff Gorton, qui dit à un joueur, ils t'ont applaudi. C'est comment, ou une affaire comme, ils t'ont applaudi quand t'étais en finale de la Coupe Stanley, puis l'année d'après, ils t'ont applaudi parce que vous avez fini 32e, en voulant dire, c'est ça, en voulant dire, ils t'applaudissent. Ils vont t'applaudir. Ils vont t'applaudir peu importe. Ils ont ton dos. C'est ça. Mais ça a fait dire à Hughes, qui est en Floride pour la réunion des DG, que c'était l'argument de vente numéro 1 pour amener des joueurs à Montréal, cette passion, cette passion populaire. C'est drôle, hein? On disait exactement le contraire. On dit exactement le contraire quand ça nous sert. Écoute, les gens... Mais c'est vrai que... peut-être que je vois le verre à moitié plein aujourd'hui puis que ça, je suis content, là, mais... oui, tu t'en vas au Centre Bell ce soir. Oui, c'est ça. Pour le match de l'année. Ça va être bon. Oui, c'est ça. Tu vas au Centre Bell. Si tu as besoin de l'adresse, tu me diras. D'accord. Mais souvent, le terme « la passion des amateurs » est utilisé pratiquement de façon péjorative ou avec un petit clin d'œil en disant que dans le fond, c'est que ces gens-là sont un peu trop intenses. Mm-hmm. Mais je pense que en ce moment, je trouve qu'il y a un bel équilibre. C'est de la passion pure et simple. Puis il n'y a pas... il y a la fameuse pression de Montréal. Oui, il y en a de la pression, puis c'est vrai que le Canadien, c'est le centre d'attention, puis les gens en parlent constamment, puis les faits et gestes de l'équipe, les moindres décisions sont analysées, mais ça ne m'apparaît pas être un cadre qui est aussi étouffant que ça a déjà été aussi. T'sais.
Alors, ou que étouffant comme ça peut être ailleurs. Puis ça, on en a déjà parlé, mais jouer pour les Yankees, ça n'a pas l'air si... Ou même pour les Canucks de Vancouver. Ouais, c'est ça. C'est pas obligé d'être... ouais, t'as raison. C'est pas obligé d'être un gros marché, nécessairement. Bon, ben, en tout cas, c'est ça. C'est le printemps, puis il y a de l'ambiance. Puis... Oui. Ben, écoute, moi, je trouve ça... Je trouve ça excitant pour les joueurs qui ont connu, qui ont mangé leur pain noir pendant plusieurs saisons. Puis au début de la saison, avant au tournoi de golf, avant le début du camp, quand les joueurs disaient non, nous, on est convaincus qu'on est capable de participer aux séries éliminatoires. Puis on s'est parlé entre nous, puis on a dit qu'on allait se tenir, se garder imputables les uns envers les autres, qu'on allait se dire les vraies choses. On souriait tous un petit peu en disant tu sais. On se faisait des regards complices. Qu'est-ce que tu veux que les joueurs disent d'autres au tournoi de golf, là? Mais quand même, c'est remarquable ce qu'ils font. Puis suite à un mauvais début de saison, là. Jusqu'au 15 novembre, c'était affreux. Là. Ça se dirigeait comme pour être la pire saison depuis le début du processus de reconstruction. Puis là, quand on regarde ça avec le recul, si le Canadien n'avait pas connu un camp affreux, puis avait connu juste un début de saison à la hauteur de 500, il serait 10 points devant la position qui sont là, puis il serait confortablement en série. Là. Donc, il s'est passé quelque chose de je ne sais pas si magique, c'est le bon mot, mais il s'est passé quelque chose de très intéressant cette saison. Cette équipe-là a progressé. Puis tant mieux si les amateurs capotent en voyant leur équipe se battre encore à ce temps-ci pour une place en série. Tu parles du 15 novembre. Depuis le 15 novembre jusqu'à aujourd'hui, le Canadien a la 13e fiche dans la Ligue nationale, joue pour 602. Alors, c'est un rendement qui est suffisant pour participer aux séries éliminatoires. Oui. Donc, la cadence, finalement, c'est ça. On regarde les 6 premières semaines parce qu'après coup, il y a eu un autre passage à vide. À partir du moment où ils sont devenus premiers dans leur division, ils l'ont été... excusez-moi, je vais reprendre ça. À partir du moment où ils ont eu une place en séries éliminatoires, ils l'ont eu pendant une journée, le 21 janvier. Alors, mais ils ont été incapables de protéger ce rang-là parce qu'ils ont remporté une seule de leurs 9 rencontres suivantes avant la pause de la confrontation des 4 nations. Alors, hormis ce passage à vide-là, fin janvier, début février, tu regardes entre le 15 novembre puis aujourd'hui, ça a été une équipe qui a gagné quand même avec une bonne régularité. Mm-hmm. Alors, autant on peut se dire, après leur super séquence victorieuse du début janvier, cette séquence-là de 1 en 9, ça a été un retour à la normale. C'est sûr qu'il allait y avoir une régression, mais en même temps, c'est peut-être pas non plus... ça n'a pas été le retour à ce que le Canadien était vraiment, parce que quand tu prends l'échantillon de façon beaucoup plus large, c'est-à-dire depuis le 15 novembre, tu es devant une équipe là, qui t'a donné des résultats quand même de façon assez constante. Et qu'est-ce qui a causé cette magie? Restez là pour le savoir plus tard dans cet épisode. Non, on ne le sait pas exactement. Personne ne le sait. OK, aujourd'hui, on est dans le crunch, le Montembeault qui cache la forêt. Et où sont les pénalités? C'est tellement hockey, épisode 389. Avec votre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'excuse d'avoir parlé tout bas au début. Je sais pas. C'est le climat intimiste de notre studio. C'est une conversation entre amis. Oui. C'était le ton de la confidence. C'est ça. On était tous, on s'est penchait, chacun s'ouvrait. Sur l'oreiller. Sur le off tellement hockey. C'est ça. Sur l'oreiller. Marc-Antoine Godin est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Salut Marc-Antoine. Bonjour les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. Le match le plus important de l'histoire du hockey. Dieu. Rien de moins. Et voilà. Alors, merci d'avoir été là. Oui. Et on se retrouve vendredi. Là, tu voulais parler des North Stars du Minnesota contre les Barons de Cleveland, c'est ça? En 60. Ouais, c'était ça le match le plus important? Non? Okay.
Non, mais une grosse voix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben ouais, t'es né avec ça. C'est mon seul atout. Ça, puis ma capacité à lire. Je suis capable de lire un peu. Un organe proéminent. C'est ça. Donc, on s'amuse. Vous nous le direz quand vous serez tanné. on va écouter. Bref, on en a parlé vendredi. Ce soir, le Canadien affronte les Sénateurs. Est-ce que c'est le match le plus important? En même temps, là, puis réglons ça tout de suite. Là. Et tu disais... Avant les 4 nations, ils en ont gagné seulement 1 sur 9. Là. Mm-hmm. C'est parce qu'à un moment donné, c'est normal aussi. Là. Puis je regardais, mettons, les Blue Jackets là, sont sur une séquence de défaites. Les Sénateurs en ont eu une aussi, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Les Red Wings ont glissé pas mal. C'est ça, je veux dire, c'est normal que ça arrive. Puis ça doit être un match important ce soir, mais ça se peut très bien que les Sénateurs gagnent. Puis... je veux dire, il ne faudra pas non plus, là... Dans un sens comme dans l'autre, là, la saison ne se joue pas sur un match. Ben, un peu. Il y a quand même l'enjeu dans ce match-là, c'est que si les Sénateurs gagnent en temps réglementaire, il va y avoir 8 points d'écart entre les deux, puis essentiellement, on va pouvoir dire que le Canadien est largué par les Sénateurs. Reprendre 8 points de retard en 15 matchs, là, c'est... Mathématiquement, ça sonne ardu. Ça se fait, mais c'est très difficile. Ça se fera pas. Alors, ça veut dire que le Canadien lutterait pour une seule place en série. Et moi, je pense que c'est mieux de se garder les 2 portes ouvertes. Et il y a 2 matchs à jouer. Il y a le match de ce soir contre les Sénateurs. Il y en a un autre à la fin de la saison. Alors, si on parvient à rester suffisamment proche... des Sénateurs, le match de fin de saison contre cette équipe-là peut être très significatif. Ouais. Donc, il faut se garder. Il ne faut pas se limiter à dire non, nous, on essaie juste d'être 8e. C'est pas l'attitude à avoir. Il faut rester collé sur les 2 équipes. Alors, c'est ça, c'est d'éviter d'être largué ce soir, l'enjeu, plus qu'autre chose. Puis, le Canadien a 2 matchs en main sur les Rangers de New York. Il faut capitaliser sur ces matchs-là. Les Rangers jouent ce soir aussi, si ma mémoire est bonne, ce soir. Ils accueillent les Flames. Exact. Alors, c'est une chance là, de profiter de commencer une lancée, de commencer un peu à larguer les équipes qui sont autour du Canadien. Cela dit, on en a parlé quand même vendredi, mais s'il y a une équipe qui va bien par les temps qui courent, c'est bien les Sénateurs. Là. Oui, absolument. En fait, là, ils ont eu des points à leurs 8 derniers matchs. C'est une équipe qui a bénéficié cette année de beaucoup d'aide de la part de leur gardien de but. Ils se sont resserrés en défensive, mais en même temps, je parle des points à leurs 8 derniers matchs. Ils sont 2e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts par match durant cette séquence-là. C'est eux qui ont marqué le plus de buts au cours de leurs 8 derniers matchs. Puis tu regardes là, que ce soit Tkachuk, 6 buts, 3 passes à ses 8 derniers matchs. Tim Stützle qui a marqué des points dans 17 de ses 18 dernières rencontres. Il y a David Perron aussi qui a eu il a été blessé, mais il a eu un début de saison extrêmement tranquille. Là, tu vois que à mesure qu'on s'approche des séries éliminatoires, il dégèle. Hein? C'est un peu... il vient comme avec la fête de la reine, David Perron. Et puis Jake Sanderson aussi, qui s'affirme. On l'a vu à la confrontation des 4 nations. Puis c'est un défenseur extraordinaire. Fait que, il y a les principaux éléments des Sénateurs, en ce moment, fonctionnent vraiment à tout rompre. Mais, en même temps, je pense qu'il n'y a rien comme une rivalité contre les Canadiens, puis les Canadiens qui vient leur mettre une jambette, là, ça serait parfait. Oui, parce qu'ils ont dit que eux... Est-ce qu'ils ont dit, ou c'est les journalistes qui ont dit ça, mais c'est comme pour les Sénateurs, la rivalité, c'est les Maple Leafs, c'est pas le Canadien. Ça aiderait, il y a de l'animosité entre les 2 équipes, puis le marché de l'Outaouais est partagé. Les allégeances sont partagées entre le Canadien et les Sénateurs. Je pense qu'ils ont une rivalité avec les 2 équipes. Ils sont un peu au milieu, pris entre c'est géographique et comment dire, au sens propre aussi. Ouais. Puis je maintiens, un peu comme on l'a dit au dernier balado, les Sénateurs, le gros progrès cette année, c'est défensivement 48 buts de moins accordés qu'à pareille date la saison dernière. Et je regardais individuellement, là, comparativement après le même nombre de matchs la saison dernière, Stützle était sur la patinoire pour 21 buts de moins à 5 contre 5 de l'adversaire.
Giroux, 24 buts accordés de moins aussi à 5 contre 5. Tkachuk, 14 buts de moins. Thomas Chabot a retranché à peu près un demi-but juste un petit peu, un peu moins d'un demi-but par match. Donc, parce qu'il a été blessé. Là, il y avait 39 parties jouées après 66 matchs la saison dernière, mais si on faisait le ratio, là, c'est l'équivalent quasiment de 39 buts de moins accordés à 5 contre 5. Okay, ouais. Ça fait du but. Non, c'est absolument remarquable. Puis c'est sûr que le gardien fait partie de ça, mais peu importe le gardien dans la Ligue nationale, il va se faire pilonner, il va se faire traverser si l'équipe devant lui ne joue pas mieux. Puis ça s'applique aussi à Samuel Montembeault. Là. Il y a de bien meilleurs résultats depuis la pause des 4 nations, mais l'équipe joue de façon mieux. Beaucoup plus serrée là, devant lui. L'histoire des rivalités, là, c'est que les sénateurs disent nos rivaux, c'est les Maple Leafs parce que les Maple Leafs forment une meilleure équipe. Puis c'est bon de te mesurer à une équipe que tu veux rattraper puis que tu veux battre. Mais tu n'as pas un seul... Des rivalités dans le hockey, il n'y en a pas une seule. Le Canadien en a une avec Ottawa, en a une avec Toronto, en a une avec Boston. Moi, je trouve que la rivalité la plus fabriquée des trois, c'est celle contre Toronto. Je ne l'ai jamais sentie, à part qu'elle a été répétée ad nauseam. Vous savez, rivalité historique, les Original Six, les samedis soirs à Hockey Night in Canada. Là, c'est comme des phrases toutes faites, mais sur la glace, là, c'est pas tellement... C'est certainement pas aussi palpable que ce l'est contre les Sénateurs puis que ça l'a été pendant longtemps contre les Bruins de Boston. Ça a cessé... La rivalité entre les Canadiens et les Bruins a cessé d'être ce qu'elle était à l'époque de Milan Lucic, d'Alexei Yemelin, puis tout ça, à partir du moment où il s'est mis à avoir un gros décalage dans les performances des deux équipes. Tu sais, toute l'époque de Claude Julien derrière le banc du Canadien, qui aurait dû être un moment là, hyper intense de la rivalité entre les Bruins et les Canadiens, ça s'est comme éteint parce que le Canadien est rentré dans une longue période de dormance puis d'inefficacité, alors que les Bruins, eux autres, maintenaient leur niveau. Alors, tu t'es retrouvé à avoir deux équipes qui étaient plus du tout de calibre. Puis pendant ce temps-là, à partir de 2013, à partir de la série avec le Bug-Eyed Walrus, là, puis les invectives entre Michel Therrien et McLean. Paul McLean? Paul McLean, oui. Et puis Brandon Prost, etc. Puis Lars Eller qui se fait assommer par Eric Gryba. Bon, cette série-là. À partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est développé une grosse animosité entre le Canadien et les Sénateurs. Puis c'est deux équipes qui, pendant la dernière décennie, ont un peu navigué dans des eaux semblables. Fait que la rivalité a pu se développer parce que c'était deux équipes qui avaient de la misère. Qui avaient de la misère et qui étaient de même calibre. Ouais. Alors là, aujourd'hui, de dire « Ah non, nous autres, nos rivaux, c'est pas les Canadiens », c'est parce que tu te dis que tu es rendu au niveau des Maple Leafs. Mais... voyons voir. Moi, je pense que Souvenez-vous, plus proche du Canadien. Souvenez-vous, même les matchs pré-saison, durant le camp d'entraînement, entre les deux équipes, ça avait brassé au point où, au dernier match du camp d'entraînement, les deux entraîneurs avaient laissé beaucoup de joueurs réguliers de côté parce qu'on se demandait quelle tournure allait prendre cette rencontre-là. Alors, il y en a une rivalité. Ben oui. Puis pour Toronto, je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, sur la patinoire, elle n'est pas là, mais je pense que le fait de disputer un match qui est diffusé d'un Atlantique à l'autre, comme disait Claude Ruel, ça a un effet sur les joueurs. Là, ils savent que le match va être vu par leur parenté. Il y a beaucoup de Canadiens dans les deux équipes. Et les réflecteurs sont branchés sur ces matchs-là, puis les joueurs prennent ça au sérieux. Mais c'est intéressant parce que, si on peut faire une parenthèse là-dessus, il y a effectivement... Il y a l'incarnation d'une rivalité sur la glace. Là. Les joueurs qui sont là, puis ça prend des acteurs forts pour ça, puis des fois, ces acteurs-là vont et viennent. Mais quand tu parlais de Toronto, moi, d'un point de vue de spectateur, je la trouve encore très, très pertinente, pour des raisons sociales, culturelles aussi. Pour avoir été en tant que civil au Centre Bell, quand les Maple Leafs sont en ville aussi, tu le sens. Tu le sens peut-être pas tant sur la glace, mais tu le sens parce qu'il y a souvent beaucoup de partisans des Leafs qui viennent à Montréal. Il y a une certaine... moi, je raconte ça date d'il y a quelques années. Là, non, mais il y avait quelque encore chose. Vrai. Les fans des Maple Leafs, ce sont les partisans qui viennent occuper le Centre Bell, qui sont les plus nombreux
lors des matchs du Canadien. Les autres sont certainement, peu importe de quelle équipe il s'agit, là, les Rangers ont beaucoup de partisans aussi quand ils viennent, mais pas comme les Maple Leafs. Non, les Maple Leafs, c'est bleu. On voit, c'est presque moitié-moitié, le bleu et le rouge. Fait que c'est ça aussi qui titille les rivalités. Puis ça, à ce titre-là, je comprends les sénateurs qui sont toujours pris entre l'arbre et l'écorce à devoir vendre leurs propres produits dans leur aréna. Puis à s'assurer d'avoir la loyauté de tout le monde dans le building, ce qui n'est pas évident ni contre les Maple Leafs ni contre le Canadien. Alors, ça va être une grosse soirée, une grosse semaine aussi. Qu'est-ce qui, dans le match de samedi, on a parlé en levée de rideau là, de l'ambiance, mais au-delà de ça, Martin Saint-Louis a dit que c'était peut-être la meilleure performance. Il dit ça une fois de temps en temps. Je ne sais pas si c'est toujours appuyé, si c'est toujours en référence à la fois d'avant qu'il l'a dit, mais en substance, là, déclarait que c'était la meilleure performance que son équipe avait offert depuis qu'il est en poste. Une des meilleures. C'est ça. Arrêtons de tourner autour, là, mais oui. Je pense que, honnêtement, il ne s'attardera pas à retourner à chaque fois et à dire c'est-tu meilleur que telle autre fois, mais c'est d'établir ce qu'il aime appeler des standards. Donc, de dire on a un barème, un niveau de jeu qu'on recherche, puis si on joue de cette manière-là, on va connaître du succès. Puis après ça, il peut retourner. Il peut voir ses joueurs puis dire vous souvenez-vous, le match contre les Panthers, c'est comme ça que je veux qu'on joue, ou le niveau que vous avez, votre niveau d'engagement, votre niveau d'exécution face aux Panthers, c'est là qu'il doit être. À partir du moment où tu as montré ce dont tu es capable, l'idée, c'est d'aller chercher la constance pour réussir ce que tu as déjà démontré que tu étais capable de faire. Alors là, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire, puis là, c'est de le répéter plus souvent. Alors, en anglais, ils diraient un benchmark, mais c'est ça, c'est un barème. C'est d'établir des normes, puis ça arrive à certains moments dans une saison, puis c'est ça, c'est de le maintenir après. Et ce qui est remarquable, moi, ce que je trouve remarquable ces temps-ci, c'est que le Canadien est capable de jouer des matchs patients, de jouer patiemment, de ne pas essayer de créer des choses quand il n'y en a pas. Le Canadien a eu 5 chances de marquer de qualité le samedi. C'est à peu près rien. Là. Puis Bobrovsky n'était pas à son meilleur, mais les Panthers aussi n'ont pas eu grand-chose dans ce match-là. Alors, cette équipe-là, même si elle est très jeune, et je pense que c'est très difficile à faire. C'est rare qu'on voit ça, qu'une équipe jeune comme ça est capable de s'investir dans un match puis de dire il se passe rien, on va pas essayer de créer quelque chose, on va attendre qu'une ouverture arrive, on va limiter les chances de marquer, on prendra pas de risques. Et les Sénateurs en sont un bel exemple. Ça fait combien de temps qu'ils sont en reconstruction? C'est la première saison où ils jouent convenablement défensivement. Ça a pris beaucoup de temps. Ils sont, les Chabot, les Tkachuk et tout ça, ils ont quand même plusieurs saisons d'expérience. Alors, Chabot va avoir 30 ans. Il y a 28, 29. J'ai fait le saut quand j'ai lu... Tkachuk n'a jamais joué en séries éliminatoires. Non. Ouais. Alors, de faire ça avec la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue nationale, je trouve ça remarquable. C'est quelque chose qui va rester, ça. Quand tu l'as fait déjà, puis que tu développes cette compréhension-là du jeu, puis cette patience-là, puis ce savoir-faire-là, ça va pas disparaître au début de la saison prochaine. Bon, en cabotinant, je disais que personne ne savait ce qui s'était passé, mais c'est peut-être ça, dans le fond. C'est ça qui s'est passé. Non, c'est de la maturité, accélérée. Ouais. Mais c'est non négligeable. Puis, tu sais, puis Martin Saint-Louis parle beaucoup de la gestion du risque. Puis ça, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre quand tu as une jeune équipe. Mais hier, j'ai posé une question par rapport aux passes lobées en sortie de zone. Ça arrive très souvent cette année qu'on voit le Canadien tenter des lobes qui sont... Tu sais, on pourrait croire que c'est un geste de désespoir. On est pris, on lobe la rondelle puis on la sort de cette manière-là. Alors que c'est devenu tellement ancré dans leur façon de jouer que c'est une option de jeu puis une façon pratiquement de faire une passe. Puis il nous disait que quand il est arrivé en poste, il voulait installer son système de jeu, montrer les bases de ce qu'il attendait de ses joueurs. Et qu'il allait exploiter les habiletés individuelles de chacun, puis il allait mettre ça ensemble. Il dit, là, maintenant, cette année, on est rendu à un point où, maintenant que notre façon de jouer est bien établie, je peux me permettre de leur demander ce genre de choses-là. Parce qu'une jeune équipe,
tu veux essayer de les développer individuellement, c'est pas le temps de leur montrer à lober des rondelles puis flipper des pucks, comme on dirait. Tandis que là, ce jeu-là, qui est tout simple, c'est simplement l'idée de dire, quand tu es sous pression puis que tu n'as pas de jeu, si tu soulèves la rondelle en direction d'un coéquipier, tu réduis les chances de commettre un revirement. Et puis finalement, ça devient une bataille 50-50 entre ton attaquant, qui peut-être a de la vitesse, puis un joueur en défense qui est pas confortable de voir atterrir une rondelle près de lui. T'sais. Alors, c'est un jeu qui mêle l'autre équipe sur les talons. Ouais. Puis Martin Saint-Louis me disait, quand si les attaquants font une bonne lecture, ils se mettent à la place de leur coéquipier qui n'a pas vraiment d'options, ils vont voir que mon coéquipier n'a pas beaucoup d'options, donc je dois me préparer à ce genre de passe-là. Alors, ça fait en sorte que c'est pas seulement de te préparer, toi, à dire quelles sont tes options. Faut que tu sois conscient aussi de te mettre dans la position de ton coéquipier, puis de voir quelles sont ses options à lui, puis d'agir en conséquence. Alors, ça fait partie de la gestion du risque, parce que ces lobes-là, qui sont un peu inventifs, qui sont utilisés à une sauce différente, limitent les occasions de relancer l'attaque de l'adversaire. Mais ça a pris un certain niveau de maturité pour pouvoir intégrer un jeu comme celui-là dans la façon de jouer du Canadien. J'ai eu une discussion passionnante là-dessus avec un DG quelques années quand... Oh! Excusez, là, je pense que c'est le DG qui appelle. Il veut savoir si... Il veut savoir si tu veux des billets toujours ce soir. Pour ce soir. J'ai enlevé le son. OK. On aurait... Désolé. L'année où les Prédateurs de Nashville ont joué contre les Pingouins en finale de la Coupe Stanley, les Prédateurs utilisaient cette méthode-là presque systématiquement pour sortir de leur territoire quand ils étaient en difficulté. Et honnêtement, je pense que ça devrait être enseigné, que ça devrait être travaillé de façon systématique dans les entraînements pour que les défenseurs apprennent à atteindre même des cibles. Tu sais, un peu comme quand tu fais un coup d'approche au golf, là, de viser, ça d'être capable de lober la rondelle à certains endroits. Là, c'est la meilleure défense imaginable. Tu n'essaies pas de sortir la rondelle par la baie vitrée et risquer d'avoir une pénalité. La rondelle peut être interceptée par personne. Au hockey, le jeu le plus risqué au monde, c'est de te promener la tête en l'air pour essayer de trouver un objet. Tu peux te faire frapper, tu peux te faire très, très mal. Comme Marc-Antoine disait, ça place la défense sur les talons. Alors, si tu apprends à tes défenseurs à lober la rondelle, puis, je sais pas, par exemple, à atteindre les points de mise au jeu juste avant la ligne bleue offensive, là, tu peux causer des dégâts. Puis en plus, tu ne dégages pas la rondelle. En lobant la rondelle, il y a de fortes chances qu'elle ne traverse pas la patinoire au complet, donc tu ne causes pas de dégagement qui vont te placer en situation défavorable en zone défensive. Alors, la défensive aérienne, la passe aérienne, je pense que ça pourrait être exploité beaucoup plus au hockey. On se souviendra que plus tôt cette saison, Lane Hudson avait tenté ce genre de passe soulevée, de bombe qui avait donné une échappée à Brendan Gallagher. Puis là, il l'a essayé par la suite aussi. Josh Anderson a été une cible aussi de la part de ses défenseurs à quelques occasions de cette façon-là. Puis après ce match-là où Hudson avait tenté sa passe à Gallagher, Gallagher avait raté le filet ou du moins il n'avait pas marqué. Il dit, moi, je suis en fin de présence, puis c'est un jeu qui a zéro risque que de lober la rondelle en direction d'un coéquipier. Si jamais Gallagher l'atteint pas, ben de toute façon, on va changer. On est sorti de la zone. On est sorti de la zone, je l'ai envoyé d'une façon où on n'aura pas de dégagement refusé. Il y a zéro risque. Tout ce que ça peut donner, c'est une chance de marquer, puis c'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Le bel avenir de la passe aérienne. Le Hail Mary converti au hockey. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. Et comme tu dis, et si les attaquants savent que c'est une option de jeu, enfin, tu parlais de viser un endroit précis, ben c'est ça, là. Si tu décolles rapidement, le défenseur est obligé de te pourchasser. Lui, la rondelle est au-dessus de sa tête. Ouais. Là, il n'a aucune idée où la rondelle va tomber. C'est pour ça que je dis que si les défenseurs étaient capables d'atteindre, sans atteindre le cercle de mise au jeu précisément, mais de placer ça dans des zones particulières, ça peut causer du chaos assez rapidement. Moi, j'aurais commencé avec ça.
Quand Martin Saint-Louis est arrivé, là, quand il y avait encore le titre intérimaire, première pratique. Bon, là, les boys, le jeu aérien. Regardez-vous ça, le football américain. Venez ici. Bon, on a parlé de Lane Hutson. Dans nos listes de choses à faire, là, à chaque épisode, c'est important. Il faut parler de Lane. Est-ce qu'on parle assez de Lane, pas assez de Lane? Mais j'ai fait cette boutade-là à l'occasion cette année, mais elle pourrait s'appliquer à Samuel. Est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à Samuel Montembeault? Est-ce qu'on donne le mérite, le crédit, ou là où le crédit est dû à Samuel Montembeault? Parce que moi, j'ai grandi. C'est l'essentiel de ma vie de spectateur et ou / observateur. T'sais, le Canadien, ça a toujours été une équipe de gardiens de but. Ouais. De mon vivant. Ça fait partie de la culture. Ouais. Le poste de gardien de but à Montréal est l'équivalent du poste de champ-centre chez les Yankees de New York. Où il y a Je pensais que tu allais dire chancelier. Non, mais en Allemagne. Il y a des où le poste de, tu sais, les Dodgers de Los Angeles ont été reconnus de tous les temps pour la qualité de leur personnel de lanceurs et tout ça, mais le poste de gardien, ça fait partie de la culture d'entreprise chez les Canadiens. Alors que chez les Flyers, on sait que ça fait pas partie du tout. Non, mais c'est vrai, il y a des organisations, on dirait que c'est toujours difficile de trouver des gardiens, puis ça a toujours été... Il y en a eu quelques bons à travers l'histoire, mais il y a pas souvent eu de continuité comme nous, on l'a vu à Montréal tout le temps. Non, et on en a déjà parlé, mais même des gars comme Jeff Hackett ont eu leur meilleur moment ici. Il y a des gars Cristobal Huet. Comme si, c'est ça, comme si la couleur des jambières avait un rôle à jouer. On a parlé de Montembeault, là, puis il a eu des bons moments, mais ce que j'essaie de dire avec difficulté, c'est que... Parce qu'on n'arrête pas de t'interrompre. Non, pas du tout. Puis interrompez-moi plus. Non, mais c'est une vraie demande. C'est que on est habitué de voir cette équipe-là avoir du succès quand le gardien, c'est le meilleur joueur. Et il y a une transition, je ne sais pas si c'est une transition qui se fait, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, les succès du Canadien cette année. Évidemment, c'est absolument pas seulement les prouesses du gardien, mais moi, je trouve que Samuel Montembeault, dans la période que traverse le Canadien actuellement, ne reçoit pas le crédit que... On dirait qu'il y a un changement de culture, là, parce que tu regardes de façon tout à fait objective son rendement en comparaison avec les autres gardiens de la Ligue. Là, il est parmi les plus performants. Là, la combinaison fiche, moyenne d'efficacité, moyenne de buts alloués, là, il est au meilleur de la Ligue nationale avec Connor et Hellebuyck. Je disais le papier de Marc-Antoine qui prenait d'autres données qui allaient dans le même sens. Et après les matchs, on entend très peu parler de Montembeault. C'est toujours Caulfield, le trio de Suzuki est excellent. L'équipe a bien joué défensivement. Mais l'équipe à Winnipeg elle joue très bien défensivement devant Connor et Hellebuyck, là. Mais les gens reconnaissent ça. Et Montembeault a maintenu une moyenne de 900 et plus dans 7 de ses 8 derniers départs. Et ça, même Carey Price ne faisait pas ça souvent, là. Je pense qu'il y a eu 3 séquences de 9 matchs consécutifs à la saison où il a gagné le trophée Hart. Mais ce sont des séquences exceptionnelles pour un gardien. C'est difficile de faire ça. Donc, de terminer le match seulement, avec un taux d'efficacité au-dessus de 900 de façon consécutive, c'est pas si fréquent. Non, c'est pas si d'avoir des séquences prolongées comme ça. Là. Et j'avais fait le calcul il y a quelques années. J'avais pris tous les matchs où les gardiens avaient joué sous la barre de 900 et c'était 7% les chances de gagner un match dans la Ligue nationale quand ton gardien est sous la barre de 900. Alors, il joue très bien, Montembeault, et techniquement, comparativement à son arrivée, il s'est considérablement amélioré. Probablement que le fait d'avoir côtoyé les joueurs d'Équipe Canada à la pause des 4 nations, ça lui a apporté quelque chose aussi. Mais c'est remarquable son rendement et moi, je m'étonne que ce ne soit pas souligné à tous les jours. À chaque heure. À propos du 900, c'est drôle parce que hier, quand je lui ai parlé dans le vestiaire, j'ai dit la victoire, évidemment, tu vas être content quand ton équipe gagne, mais ton évaluation, ton unité de mesure pour déterminer si toi, tu as connu une bonne soirée, si tu as joué un bon match, c'est quoi? Puis il m'a dit, quand tu joues en haut de 900 dans un match, tu as donné une chance à ton équipe de gagner.
Il y a des matchs où tu n'auras pas beaucoup de lancers puis tu ne pourras pas faire grand-chose contre les chances de marquer qui viennent vers toi. Mais quand je vois bien la rondelle, que je me sens bien, que j'ai fait des arrêts de qualité puis que j'ai contrôlé mes retours, je vais ressortir d'ici un peu plus satisfait. Mais pour lui, la barre psychologique du 900, c'est 900. C'est significatif. C'est intéressant. Ouais. Ben, vous dites la même chose des deux côtés. Ils vont garder, ce qui veut dire que lui, quand il va sortir de la patinoire, il va aller voir ses statistiques, puis il va dire, OK, là, j'ai eu combien de lancers, puis est-ce que j'ai fait le travail en ce sens-là? Puis c'est vrai qu'il n'y a pas tout le crédit qui lui revient, puis c'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine d'écrire un papier là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant, la situation dans laquelle Montembeault se retrouve en ce moment. Il est gardien numéro 1 pour la première fois de sa carrière, avec une équipe qui, pour la première fois depuis des lustres, est en position de se battre pour une place en série. Et puis, donc, il est investi de responsabilités qui sont significatives puis qui marquent, je trouve, un point tournant dans sa carrière. T'sais, alors, il a tout d'abord dû montrer qu'il était autre chose qu'un gars ramassé au balotage. Il a dû prouver qu'il est un gardien de la Ligue nationale. Là, il prouve qu'il a démontré cette année qu'il est un gardien numéro 1. Ses coéquipiers ne font pas juste en parler comme s'il était un gardien de tandem, comme c'était encore le cas quand Jake Allen était là. Ou de même de trième. Oui. Exact. On en a assez parlé du trième. Ah, je sais pas, moi, j'ai dû la manquer, celle-là. Je devais pas être là cette journée-là. J'ai des blackouts. C'est normal. Mais c'est ça. Alors là, il a convaincu tout le monde qu'il est rendu un gardien de but numéro 1. Est-ce que ça veut dire qu'il est un gardien de but de premier plan? Il ne fait pas partie de l'élite. Mais tu sais, tu parlais de Jeff Hackett et puis Cristobal Huet. Ces gars-là ont démontré à Montréal qu'ils étaient des gardiens de but numéro 1. Éventuellement, ils ont été tassés par des gardiens de plus grande qualité. Puis sûrement que l'organisation du Canadien se dit un jour, si Jacob Fowler devient ce gardien-là, ben, tant mieux, ça serait le fun. On s'améliorerait à cette position-là. Mais au moins, le Canadien n'est pas dans une position de faiblesse devant le filet. Ils ont un gardien qui leur donne une chance de gagner tous les soirs. Autre statistique intéressante dans le cas de Montembeault, si on considère que les défaites en prolongation sont des défaites, là, on oublie qu'il y a un point qui a été récolté, Montembeault a une fiche cette saison de 24 victoires, 25 défaites. OK? La vraie fiche là, qu'on voit, c'est 24, 21, 4, mais il y a 24 victoires, 25 défaites. S'il continue à jouer comme ça d'ici la fin de la saison, il y a une chance de terminer avec plus de victoires que de défaites au nombre de total de décisions qu'il va avoir eu durant la saison. Et ça, chez le Canadien, il n'y a aucun gardien qui a réussi à faire ça depuis la saison 2018-2019. Même dans les dernières saisons, Carey Price, c'est pas arrivé. C'est quand même... Ça fait... Carey qui? Alors, c'est pas juste pour dire à quel point il connaît quand même une bonne saison. Et on dirait que dans l'optique des amateurs, il y a eu un changement de culture. Là. Avant, c'était toujours le gardien, puis il y avait toujours des débats qui va être devant le filet ce soir. Puis... tu penses de Patrick Roy à José Théodore à Carey Price, il y a eu le meilleur joueur de cette équipe-là, c'était souvent le gardien. Et quand Roy est arrivé, Dryden, ça faisait quelques années qu'il était parti, là, mais la période n'avait pas été si longue que ça. Fait que ça a été une succession vraiment de grands gardiens. Là. Il y a... Tu parles de cette période-là, entre Dryden et Roy, j'ai vu ça l'autre jour, l'année où Mario Lemieux était recrue. Il y a quelqu'un qui a donné un vote de première place à Steve Penney pour la recrue de l'année, devant Mario Lemieux. Wow. Ça doit être quelqu'un de Montréal. ça devait être quelqu'un de la famille Penney. Il était chanceux que les réseaux sociaux n'existent pas. Ouais. C'est un peu comme le gars qui n'a pas donné de vote à Ichiro pour entrer au temple de la renommée du baseball cette année. Là, il a raté l'unanimité par un seul vote et tout le monde cherchait. C'est qui? Qui est le... Ils vont le trouver, d'ailleurs. Qui est l'idiot? Voilà. On peut penser que celui qui a voté pour Penney, il y avait une histoire non résolue avec Mario. Peut-être une histoire de cours d'école. Où il aimait beaucoup le Canadien. Ouais. 2 votes de première place. OK. Mario Lemieux en avait eu 53. Chris Chelios en avait eu 5. Steve Penney 2. Puis après ça, Kirk Muller, Thomas Sandstrom et, tenez-vous bien, Mike McPhee. Wow. Hey! Aussi un vote de première place. Honnêtement, le chapitre montréalais, à l'époque, emmenait large. Était très partisan. Très partisan. Oui.
Moi, je trouve qu'on prend pas beaucoup de punitions. Je sais pas si c'est à cause de la Ligue ou nous autres, mais ça fait partie du résultat de la game des fois. Il faut que tu fasses attention, mais c'est pas quelque chose que je m'arrête. Je trouve que le nombre de power play qu'on a par game comparé au nombre de désavantages, c'est plus égal que peut-être au début de l'année, je dirais. Puis, je pense plus que... C'est pas comme si les arbitres mettent le sifflet de côté, là, mais je trouve que, comme historiquement, là, plus que la saison avance, les séries, sont plus calculées dans... Les punitions, c'est plus des vraies punitions. Martin Saint-Louis, en réaction à une chronique, c'est pas. On lui a posé la question en lien avec ta chronique, Martin, j'imagine. Je sais pas. Je pense que oui, parce que personne n'avait. C'est Alexandre qui lui a posé ça. Tout le monde a fait un peu le saut en constatant que il se donnait beaucoup moins de pénalités. C'est assez flagrant, là. Il se donne moins de pénalités cette année. Le plus faible total de l'histoire. Puis moi, je l'interprète pas comme si les officiels avaient le sifflet dans leur poche, parce que automatiquement, quand on regarde les matchs, quand on voit un joueur se faire accrocher ou qu'on voit le bras lève, je pense que le style de jeu a changé. Non, parce qu'il n'y a personne, c'est ça. On aurait remarqué s'il y avait pas des anomalies, là, mais si à chaque match, là, on avait l'impression que les arbitres en échappaient 4-5, on aurait remarqué. Samedi, dans le match de samedi, Canadien-Panthers, il y a 3 ou 4 infractions flagrantes qui n'ont pas été appelées. Et ça détonnait par rapport aux autres matchs qu'on voit habituellement. Là. Entre autres, Bennett, l'obstruction de Bennett sur Matheson. Oui. Sur le but des Panthers. Mais c'est l'exception. Enfin, c'est pas toujours comme ça. Là. Non. Et donc, c'est ça, je pense. Et dans les 6 dernières saisons, on a enregistré les 5 saisons où il y a eu le moins de pénalités d'appelées dans la Ligue nationale. Donc, je pense que c'est une question vraiment de style de jeu où on est plus axé sur la vitesse. Il y a un lecteur qui m'écrivait hier, ça frappe moins. Il y a peut-être l'influence des statistiques avancées là-dedans, dans la façon de disputer les matchs. Mais clairement, maintenant, les avantages numériques, les désavantages numériques sont beaucoup moins sollicités, ces unités-là. Donc, quand tu as une chance, un avantage numérique, profite-en parce que tu n'en auras pas des tonnes. Et c'est ça, en moyenne, les équipes ont 2,73 avantages numériques par match. Et au début des années 2000, avant le lockout, c'était 4,5. C'était presque du simple au double. Et quand, à la première saison, au retour du lockout, là, ça avait été époustouflant. C'était 5 ou 6 avantages numériques par match. C'était toujours les unités spéciales qui étaient sur la patinoire. Et hier, à la rencontre des directeurs généraux, il y a une statistique qui a été révélée. 77,8% des buts marqués dans la Ligue nationale cette saison ont été marqués à 5 contre 5. C'est le plus haut total depuis 1972-73. Donc, il y a un lien direct. Ouais. Moins de pénalités, moins d'occasions. Et donc, c'est ça. 75% des matchs se sont décidés par un but ou 2 buts quand il y a eu un but marqué dans un filet désert. C'est le plus haut taux de matchs serrés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est donc toutes des bonnes nouvelles. Non, mais... c'est plus cordial. Il y a moins c'est du hockey propre. C'est du hockey propre. Comme on respecte les règles. C'est bien. C'est plus... c'est sportif, l'esprit sportif. C'est serré. Il y a de la rivalité. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le fait que les matchs vont davantage se décider à 5 contre 5. Je trouve que les équipes qui gagnent avec leur avantage numérique, c'est correct, c'est le fun, c'est bon pour le spectacle. Les partisans de cette équipe-là vont être contents d'avoir des buts, etc. Mais honnêtement, je trouve que les meilleures équipes, si tu veux être la meilleure équipe, il faut que tu nous montres qu'à 5 contre 5, tu domines de cette manière-là. Sinon, il y a quelque chose de pas complètement sincère. Et ces équipes-là, dans le passé, qui avaient énormément de succès en avantage numérique, arrivaient en série... Puis ça marche pas. Elles étaient démunies, ça marchait pas. Il y avait très peu de pénalités qui étaient appelées en séries éliminatoires. Mais là, à 2,73 avantages numériques par match, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit en séries éliminatoires. Là, il y
C'est ça. Il y a facilement 1, 2 ou 3 pénalités qui sont appelées par match en séries éliminatoires, donc ça ne changera pas trop la donne. Et c'est ça, la chronique que je faisais, c'était en rapport avec les taux de succès historiques qu'on voit dans la Ligue nationale. Les Jets de Winnipeg qui sont à 31,3 %, le 4e meilleur avantage numérique de l'histoire de la Ligue nationale. Puis il y avait les Red Wings qui avaient le meilleur taux de succès de leur histoire, presque centenaire. Et bon, tu dis c'est pas normal. Au bout du compte, c'est parce qu'ils ont beaucoup moins d'occasions en avantage numérique. Je pense que les Jets vont avoir quelque chose comme 70 occasions de moins que qu'ils en avaient dans des saisons passées. Là. Alors, c'est un peu comme au baseball. Là. Tu vas au bâton 40 fois dans la saison, tu as plus de chances de maintenir une moyenne au bâton de 400 que si tu y vas 500 fois. Tu sais, cette année, il y a 21 équipes qui ont un avantage numérique qui roule à plus de 20 %. 21 équipes. Il y a 10 ans, il y en avait eu 7. C'est ça. Et c'était un standard... 20 % c'est bon, là. C'est ça. Ça prenait ça. Si tu voulais être une bonne équipe en avantage numérique, c'était ça. Exactement. Mais tu sais, là, c'est 2/3 de la Ligue qui est au-dessus de 20 %. Le Canadien est à combien, là? Il est comme 17e avec 21 points. Ouais, attends une seconde, je vais te le sortir. Mais la grosse affaire là-dedans, c'est que alors qu'on... 21,9. 21,9. Et 17e, c'est bon, là, 21,9 normalement. Ben, il y a 10 ans, c'était excellent. Exactement, mais au début des années 2000, je me souviens, il y a une saison, le Canadien, avec ce pourcentage-là, avait terminé 2e dans la Ligue. C'est ça. Non, c'est ça. C'est quand même... Parce qu'on s'émouvait des taux des Oilers. C'était l'an passé ou il y a 2 ans. Et c'est ça. Donc, les pourcentages sont très élevés, mais il se marque moins, il y a moins de buts. Oui. À la fin de la journée, Marc Bergevin, comment est-ce qu'il va? À la fin de la journée... il se marque vraiment moins de buts en avantage numérique. C'est un peu ce bout-là, moi, que j'avais pas, sur lequel je n'avais pas allumé. Là. C'était il y a 2 ans. Les Oilers avaient terminé à 32,4. Fait que, là, cette année, ils sont seulement à 26,1. Mais c'est ça. C'est encore. C'était particulièrement. Ils détonnaient il y a 2 ans, les Oilers, dans ce département-là. Mais dans ta chronique, Martin, tu faisais une comparaison avec le baseball sur les joueurs qui atteignent la moyenne de 400, qui sont capables de maintenir la moyenne de 400 au baseball. Puis si on leur donnait plus de présence au bâton, ils auraient plus de difficultés à maintenir cette cadence-là, puis ce niveau d'excellence-là. Mais ça m'a frappé en lisant ça parce que au hockey, on a l'habitude d'entendre que plus une attaque à 5 a d'opportunités, plus elle va finir par percer la défense adverse. Puis dans le fond, dans les matchs où il y a une seule supériorité numérique ou 2, ben, le désavantage est capable de tenir le coup, mais à un moment donné, l'unité d'avantage numérique va réussir elle va s'être familiarisée avec la façon dont on se défend contre elle, puis ils vont réussir à la percer quand ça sera rendu à la 3e ou 4e option. Alors, dans le fond, c'est un petit peu... l'argument va j'ai réfléchi à ça aussi. Mon hypothèse, c'était peut-être que c'est plus difficile de se coordonner en étant en désavantage numérique quand tu as moins d'occasions. Mm-hmm. Puis peut-être que les équipes aussi s'affrontent moins souvent les unes les autres dans les calendriers qu'on a aujourd'hui que dans le passé. Tu te souviens, les Canadiens Bruins, ils s'affrontaient 8 fois par saison il n'y a pas longtemps? Oui, à une certaine époque, c'était 8 fois. À un moment donné, tu affrontes les équipes, tu les vois, tu les connais par cœur. Là, tu as des séries, les séries les plus longues, c'est 4 matchs, si ma mémoire est bonne, contre une même équipe. Le Canadien va jouer 4 fois contre les Sénateurs cette saison. Ça change un peu d'année en année. Tu as des séries de 2, des séries de 3 matchs. Ouais. Fait que c'est peut-être du côté défensif que c'est plus difficile quand tu y vas moins souvent, que tu as moins d'occasions. Mais je me suis posé cette question-là aussi. Mais je trouvais que j'aime ça faire des comparaisons avec le baseball. Mais c'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent au cours des... Pas souvent, mais à quelques occasions au cours des 10-15 dernières années où des gars avaient des moyennes qui frôlaient 400 en arrivant genre à la mi-saison. Puis là, tout le monde dit, est-ce que ça va être le premier depuis Ted Williams à réussir? Puis dans les 250 présences au bâton qui suivent, ça finit par... c'est pareil comme quand... Par régresser.
C'est pareil comme quand tu calcules le pourcentage d'efficacité d'un gardien ou c'est plus facile d'avoir 990 ou c'est plus facile d'avoir 1000 si tu as joué juste 2 matchs puis que tu as gagné. Donc, c'est sûr que plus l'échantillon est grand, plus à un moment donné, ça les écarts, c'est ça, les corrections sont plus ça nous prendrait un actuaire, je pense, parce que c'est une question. Il doit y avoir un genre de ventre mou là, où est-ce que ça compte pas, mais en dehors de ça. Je suis sûr qu'on a un mathématicien qui va nous écrire pour. Éclairez-nous. Nous expliquer. Plus de chiffres. Des chiffres en audio, c'est toujours. Alors, tout le monde, venez avec nous au tableau. On va regarder. Non, mais c'est quand même intéressant, mais c'est ça. Dans des pourcentages très élevés d'efficacité en avantage numérique. Pour moins de buts au final, ce qui donne, comme tu le soulignais, au jeu à 5 contre 5, tout un, comment dire, ça reprend... Parce qu'en regardant, il y a 4 des 20 meilleurs avantages numériques de l'histoire du hockey cette saison en termes de pourcentage. Et ils ont tous en commun qu'ils ont beaucoup moins d'occasions. Ouais. Ils sont déployés beaucoup moins souvent que c'était le cas auparavant. Fait que j'ai retenu cette hypothèse-là, mais ce n'est qu'une hypothèse, je ne l'ai pas... On travaille. Je ne l'ai pas... On travaille dessus, elle est en l'air, on la met au tableau. On verra si quelqu'un saisit au bon. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Je ne me rappelle pas ce qu'on a demandé. Ah oui. Oui, c'était en lien avec cette vague. Est-ce que quelqu'un l'a chronométré? Personne ne pouvait me dire combien de temps qu'elle a duré, la vague. Elle a duré près de 5 minutes. Ouais. Elle a duré plus de... toute la pause télé. Mais elle avait commencé avant la pause télé, puis elle s'est poursuivie au retour à la reprise du jeu. Vous m'appellerez quand ça durera au moins 10 minutes, là, 5 minutes. En tout cas. Dérangez-moi pas en dehors de ça. Non, on ne dérangera pas, ça me Ça, inquiète-toi pas, Alex. Ouais. Il n'y a personne qui va te déranger. OK, on a demandé donc via les réseaux sociaux. Nous réveiller la bête. Non, regarde, on est bien, là. Une vague interminable au Centre Bell, un samedi soir, c'est comme... C'est une question du type terminé, la phrase. Alors, sur le book, Thomas dit, c'est comme dans mes rêves, sauf que tout le monde est habillé. Jean-François, c'est comme une ambiance de série sans les séries, et si ça sent le printemps, c'est encore mieux. Et une dernière sur le book, un tsunami dans un verre d'eau. Ça, je pense que ça veut dire que c'est pas si important. C'est pas si important. Et une petite dernière sur le tube. Ça peut être une question, disons, là, qui a fait exploser. Je pense que chez Meta, là, ils s'en sont pas aperçus. Ils s'en sont pas ressentis, vraiment. Sur le tube, il y a le gros Chip Shop qui dit c'est comme un bon party de la Saint-Han. Ah, ça, c'était le bon temps. Vous avez compris, là, Jack est tanné. Oui. Jack, il fait là, ça fera. Ouais. Ça fera. On est rendu là. On passe à autre chose. Alors, tiens, je commence par lui, je fais toujours à la fin. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. C'est lui le réalisateur. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, messieurs. C'était très agréable. Et on se reparle après le match le plus important de l'histoire. Puis s'il n'y a pas, ça manque d'ambiance, on va savoir c'est de la faute à qui. C'est ça, exactement. Godin qui débarque. S'il se passe rien. Qui ruine. Regardez-moi bien arriver avec mon clairon, là. Qui ruine tout le plaisir. Je m'appelle Alexandre Coupal, je vous en souhaite beaucoup. Un bon match, une bonne semaine, puis on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.